Bonjour à tous, bienvenue pour cette restitution du 5e baromètre Digital Workplace Juliet Starwen réalisé avec l'IFOP. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour effectivement vous dévoiler les grandes tendances du Digital Workplace. Rapidement, sur Juliet Starwen, vous nous connaissez ou peut-être que vous ne nous connaissez pas. Alors Juliet Starwen, c'est la fusion de deux cabinets en 2015 qui ont pour vocation d'accompagner les transformations des organisations selon 4 axes, ce que nous appelons le business transformation, people transformation, agile transformation et digital transformation. Je prends mon accent anglais pour faire genre. Mais en tous les cas, voilà. Donc vous voyez effectivement 18 expertises au service de la transformation des organisations et puis une croissance plutôt sympathique depuis 5 ans, puisque nous sommes à 60% de croissance. Plus de 400 collaborateurs, un petit 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas en tous les cas à aller visiter notre site internet. Alors, qui est avec nous ce matin? Eh bien, nous serons 4 à animer ce webinaire. Alors, tout d'abord, Isabelle Trivilly, qui est donc la directrice du pôle média et digital et qui, depuis 5 ans, nous accompagne dans cette restitution des résultats. Donc, bonjour Isabelle et merci d'être avec nous ce matin. David Gautron, directeur chez Juliet Starwen dans la practice, l'expertise qu'on appelle Phygital Employee Experience. On vous en dira quelques mots à la fin, peut-être, si ça vous intéresse. Le Phygital Employee Experience, le Phygital, vous allez voir, c'est un mot-clé dans notre restitution, donc n'en dis pas plus. Et puis Judith Depré, qui est ici présente, qui est notre directrice de la communication. Alors, c'est elle qui organise ce séminaire avec passion et engagement, qui nous challenge. Et Judith, aujourd'hui, sera votre réceptrice des questions. C'est-à-dire que comme vous connaissez, ou peut-être que vous connaissez GoToWebinar, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat, dans le sondage, dans l'onglet questions, et vous pourrez donc lui poser toutes les questions. Et Judith sélectionnera les questions et nous les posera à la fin de la restitution. Alors, quelques petites consignes. Les micros sont coupés. Si jamais vous ne les coupez pas, on vous les coupera. Si vous n'entendez pas, cliquez sur la petite flèche orange pour ouvrir le panneau de questions et signalez-vous. On peut peut-être intervenir à distance. Et enfin, comme je vous le disais à l'instant, pour poser vos questions, vous utilisez le petit panneau de questions. Voilà. Je pense que vous êtes maintenant assez familier depuis maintenant 8 mois de ces webinars et en l'occurrence, je pense que vous avez tous les réflexes. Alors, si on s'intéresse à notre sondage et notre baromètre cette année, il y a eu une petite nouveauté dans la manière de le construire. Depuis 5 ans, on s'est toujours intéressé à 3 dimensions qui sont l'organisation, le management et les outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous a intéressé dans le baromètre qu'on a construit pendant 5 ans, c'est effectivement de comprendre l'impact du digital sur l'organisation, le management et les outils et de voir l'évolution. Depuis 2 ans, on avait souvent des verbatims avec Isabelle sur l'environnement de travail. On ne le traitait pas en tant que tel, on avait les verbatims, on les mettait un peu de côté dans des annexes. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a décidé de s'intéresser concrètement à l'environnement de travail et donc d'aller un peu plus loin dans les questions qu'on posait à nos participants. Donc, 4 axes, organisation, management, outils et environnement de travail, nouveauté de ce baromètre 2021. Si on continue toujours sur le contenu du baromètre, alors, si Judith, tu peux nous passer la slide. Sur la construction de ce baromètre, nous avons fait, donc c'est une étude donc, qui est dans les grands classiques de l'étude, c'est-à-dire qu'on va interroger un échantillon de 1002 collaborateurs d'entreprises. Et je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les entreprises de plus de 500 salariés. Et dans ces entreprises de plus de 500 salariés, on a interrogé 350 managers dans un premier temps et qu'on a complété d'un suréchantillon de 287 managers pour justement s'assurer que ce qu'on avait comme tendance sur cette première phase était complété et était confirmé en tous les cas avec ces 287 managers supplémentaires. Quand on nous pose la question de dire mais qui sont ces entreprises de plus de 500 salariés et quel est leur poids, c'est une question que vous nous posez souvent. Vous voyez à droite, vous avez pour 20% des entreprises entre 500 et 1000 salariés,
Pour 20 autres % vous avez entre 1000 et 2000. Pour 22% entre 2000 et 5000. Et puis pour près de 40%, plus de 5000 salariés et plus. Donc vous voyez, c'est quand même assez représentatif de grandes entreprises. Et les entreprises du SBF 120 sont quand même représentées. Sur les secteurs sur lesquels nous avons eu cet échantillon, c'est l'industrie, la construction, le commerce et les services majoritairement. Donc commerce 30%, services 44% et industrie 23%. Hommes-femmes, à peu près équilibré sur l'ensemble, un peu moins sur les managers comme vous le voyez. Quant à la répartition sur les âges, vous voyez 28, moins de 35 ans, 45, 35, 49 et 50 et plus 27. Et avec sur les managers une forte proportion 35-49 ans dans la présentation et dans l'échantillon. Voilà, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est que je vais laisser la parole à Isabelle, puisqu'on va rentrer dans la restitution des résultats. Et avec finalement 5 ans après, Isabelle, où en sommes-nous de ces grandes tendances? Bonjour, merci à tous, merci Julien. Donc effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est où en sommes-nous aujourd'hui de la perception de transformation digitale après 5 ans. Premier indicateur important qu'on suit depuis 5 ans, c'est le sentiment de vivre ou non une révolution avec la transformation digitale. Comme vous le voyez, ce sentiment est relativement stable. Aujourd'hui, 59% des collaborateurs donc de ces grandes entreprises de plus de 500 salariés qui déclarent avoir le sentiment de vivre une révolution avec la transformation digitale. Et ce sentiment est stable malgré la crise sanitaire que l'on vient de vivre en 2020 et donc ses conséquences sur l'organisation du travail. Et en bas du slide, vous avez les résultats au sein des populations que sont les non-managers d'un côté et les managers de l'autre. Comme on a pu le constater depuis 5 ans, le sentiment de révolution est plus élevé chez les managers que chez les non-managers. Cela demeure aujourd'hui, on est à 68% des managers qui ont le sentiment de vivre une révolution avec la transformation digitale versus 53% chez les non-managers. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est qu'auprès des managers, on a une très légère tendance à la baisse. On était à 74 il y a 2 ans, 73% il y a 1 an, 68% aujourd'hui. Donc, signe peut-être que le digital est entré dans les normes pour ces managers et ont peut-être atteint certaines limites. Et on va les voir, en tout cas certaines, tout au long de cette présentation. Ensuite, on s'est interrogé sur l'impact qu'avait le digital, à la fois pour soi en tant que collaborateur, mais aussi pour l'entreprise. Et effectivement, on se rend compte que, si je peux dire, l'heure est de moins en moins à l'enchantement. Vous voyez, les courbes suivent une tendance baissière. Donc certes, la perception d'un impact positif demeure majoritaire. On a 60% des collaborateurs d'entreprise qui ont le sentiment que le digital a un impact positif pour soi en tant que collaborateur et 64% un impact positif pour son entreprise, avec là encore une perception plus élevée auprès des managers. Mais on le voit, ce sentiment ne cesse de diminuer au fil du temps, que ce soit donc pour l'ensemble des collaborateurs, des managers. Donc maintenant, on va détailler donc nos 4 grandes thématiques, nos 4 grands enjeux qu'a présenté Julien en début, en commençant par l'organisation. Donc première dimension, on explore dans notre baromètre. Et l'enseignement de cette édition est que le collectif nous semble un petit peu mis à mal. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça? Plusieurs choses. Tout d'abord, on a souhaité mesurer dans quelle mesure la crise sanitaire avait été un accélérateur de transformation pour l'entreprise. Donc oui, indéniablement, la crise a été un accélérateur de transformation pour 72% des collaborateurs et même 80% des managers. Le grand gagnant de cette transformation, vous voyez, c'est la mise en place du télétravail qui arrive très largement en tête de cette manifestation. En revanche, de là à transformer en profondeur l'organisation, les pratiques managériales, la gestion de la relation client ou encore à développer l'innovation, on voit que le chemin à parcourir est encore long. On a par exemple 4% des collaborateurs qui nous disent que la crise a été l'occasion pour leur entreprise d'envisager une nouvelle gestion de la relation client. 7% qui disent que ça a été l'opportunité de développer l'innovation. Même si ces taux sont un peu supérieurs, un peu plus élevés auprès des managers, on voit un 18%, par exemple,
nous disent que la crise a été l'occasion de gérer différemment la relation client, 12% de développer l'innovation. On voit que ces taux sont encore relativement faibles. Un indicateur qui nous a paru extrêmement intéressant cette année, on a souhaité évaluer, c'est une nouvelle question dans le dispositif cette année, quels étaient les facteurs qui ont aidé les entreprises à mieux affronter la crise. Et l'enseignement majeur est que ce sont les qualités individuelles des collaborateurs, donc les qualités d'adaptation, l'engagement des collaborateurs ou encore la responsabilisation et leur autonomie qui ont particulièrement aidé les entreprises à affronter la crise. La mise à disposition d'outils informatiques, on le voit, est également citée. Vous voyez, ça arrive en 3e position. On y reviendra ultérieurement donc, sur les outils dans la présentation. En revanche, tous les facteurs relevant plus de l'encadrement et de l'organisation, donc qui sont illustrés par un petit pictogramme rouge, vous voyez, sont beaucoup plus en retrait, y compris chez les managers. Petit point juste important quand même, on peut le voir, les managers ont particulièrement souligné l'engagement de leurs collaborateurs comme étant un élément qui les a aidés, qui a aidé leur entreprise à affronter la crise. Donc ce n'est pas que les collaborateurs qui eux-mêmes, on va dire, s'auto-satisfont, mais vraiment les managers ont vraiment reconnu la capacité d'adaptation de leurs collaborateurs et leur engagement dans cette période assez particulière et difficile pour certains. Et la nouvelle organisation du travail que les collaborateurs ont vécu pendant ces mois a renforcé l'idée que le digital constitue un moyen de renforcer les liens au sein de l'équipe. Vous voyez, au fil des années, on a un sentiment qui a progressé, que ce soit auprès de l'ensemble des collaborateurs ou des managers, avec aujourd'hui un taux historique inégalé sur le sentiment qu'avec le digital, les liens se sont renforcés dans l'équipe. On est aujourd'hui à 30% des managers qui le pensent. On est petit, il y a 4 ans, d'un niveau de 18%. On a un vrai gain sur ce plan-là. En revanche, le bénéfice, vous le voyez en bas du slide, n'est pas si évident vis-à-vis de sa hiérarchie. Et ça, c'est aussi un élément qu'on va retrouver exprimé sous d'autres manières plus tard dans la présentation et les insights de cette édition. Et avec le télétravail, un point important est le risque de distanciation vis-à-vis de l'entreprise qui est largement ressenti par les collaborateurs aujourd'hui. 55%, vous voyez, redoutent une diminution du sentiment d'appartenance vis-à-vis de leur entreprise et un désengagement du collectif. Donc, plus d'un sur deux, donc ce qui est quand même important, ce taux montant à 60% chez les managers. Et d'ailleurs, les managers, dont on a vu tout à l'heure qu'ils avaient largement salué l'engagement de leurs collaborateurs et l'investissement de leurs collaborateurs, confirment une certaine difficulté à maintenir cet engagement collectif. 57%, vous le voyez, s'accordent à dire que les collaborateurs se désengagent vis-à-vis du collectif et de la vie d'entreprise. 56% estiment qu'il est difficile pour eux de réunir les collaborateurs en réunion. Et 54% ont le sentiment que leur équipe entretient de moins en moins de liens avec l'entreprise. Cette perte de lien, cette distanciation clairement ressentie par les managers. Alors finalement, dans ce premier axe, les 3 messages que nous retenons et notre analyse, c'est que on l'a compris, ce qui a permis les organisations, en tout cas pour celles qui ont pu résister à la crise, ce qui a permis effectivement de passer au travers de la crise, c'est finalement des qualités personnelles des collaborateurs, plus que finalement l'organisation elle-même. Et donc, Isabelle vous les a cités, sont cités principalement le sens de l'adaptation, le niveau d'engagement, la notion de responsabilisation et d'autonomie, qui sont des concepts d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les problématiques de nos clients, qui veulent être accompagnés ou qui veulent, je dirais, accélérer sur ces 3 thématiques. Pour autant, il faut que l'organisation soit prête, évidemment. C'est-à-dire que quand on parle de responsabilisation et d'autonomie, ce sont des entreprises qui avaient déjà préparé ou qui avaient déjà installé, si vous voulez, ce climat qui permettait, encore une fois, aux collaborateurs de gagner en responsabilisation et en autonomie. On a beaucoup d'organisations que nous avons accompagnées et qui nous disent que si elles n'avaient pas été accompagnées en amont du Covid, si elles n'avaient pas travaillé
je dirais, le muscle managérial, elle pense qu'effectivement, la crise se serait passée autrement pour elle, c'est-à-dire un peu moins bien. Sur la notion d'engagement et de désengagement, qui est un sujet aussi qu'on rencontre souvent quand on parle de digitalisation, et vous voyez que les statistiques telles que vous avez présentées, Isabelle, sont assez éloquentes sur cette notion on a une impression de distanciation, peut-être de désengagement. Sur la notion de désengagement ou d'engagement plus globalement, en fait, on assiste à une polarisation. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui se sont concrètement désengagés de l'organisation, qu'on appelle les décrocheurs, c'est-à-dire qu'ils ont été finalement, cette distanciation physique les a complètement les a déconnectés, si on peut se dire, de l'organisation et se sont sentis, là, en ce que je dirais, un peu largués par rapport à cette notion d'engagement. En revanche, on a eu les surengagés, c'est-à-dire ceux qui se sont trouvés très à l'aise dans cette mode de distanciation, en tout cas dans le premier confinement, et qui, eux, sont allés, je dirais, de l'avant et qui ont voulu justement montrer, d'ailleurs beaucoup de managers nous l'ont dit, ça a été l'heureuse surprise de voir tous ces collaborateurs travailler avec engagement, voire surengagement. Le danger qu'on a eu aussi sur ces surengagés, plutôt sur le deuxième confinement, c'est qu'on sent qu'à un moment donné, eh ben, ils ont tellement tout donné dans le premier confinement qu'arrive un problème d'énergie, d'envie et de plaisir. C'est-à-dire que au fil du temps, ça diminue. Donc, il faut être très, très vigilant sur ces points-là, sur ces deux extrêmes, c'est-à-dire entre ceux qui sont complètement décrochés et ceux qui sont surengagés, qui finalement, à la fin de l'année, convergent sur un engagement qui est un peu en berne. Enfin, on a compris aussi par cette crise qu'il fallait trouver un juste équilibre, c'est-à-dire à trouver le bon maintien, le bon équilibre entre le collectif et donc le rapport au collectif et le respect de cette liberté individuelle. C'est-à-dire qu'on a bien compris que dans le télétravail, cette autonomisation, cette responsabilisation, cette individualisation plaisait pour une partie, et en même temps qu'il y avait un enjeu de comment je raccroche avec le collectif et comment je crée le lien et je suis toujours en lien avec mon organisation. Donc ça, c'était des sujets aujourd'hui très concrets, très opérationnels que les organisations posent, mais effectivement, c'est le sujet aujourd'hui de cette hybridation dont on parle de plus en plus. Isabelle, je te laisse présenter le second axe. Deuxième dimension, le management. Donc là, une dynamique positive semble enclenchée avec un rôle de manager qui se redessine un peu, me semble-t-il. Donc pour les managers, Julien, tu as parlé d'autonomisation, de responsabilisation, de confiance. On le voit clairement ici. Le digital est vraiment un moyen de faire grandir en quelque sorte leurs collaborateurs en les rendant plus autonomes. C'est l'avis de 77% des managers, en les responsabilisant davantage, 73%, et en amenant les managers à faire davantage confiance à leurs collaborateurs, 72%. Ici, on enregistre un gain de 8 en 2 ans sur cet indicateur de confiance. Donc c'est qu'on va vraiment dans le bon sens sur cette dimension-là. Ceci dit, les contreparties sont lourdes en termes de richesse d'échange et de pouvoir pour les managers. Comme vous pouvez le voir, avec le digital, 57% des managers ont le sentiment d'un appauvrissement de leurs relations avec leurs collaborateurs. Et ils ont moins l'impression de réussir à favoriser l'émulation collective. Ça, c'est un point important. On parlait tout à l'heure des engagements vis-à-vis du collectif. Il en va aussi de l'émulsion collective, l'émulation d'idées, la créativité. Tout ça est un petit peu challengé par le digital et le travail à distance. On voit qu'on est 62% en 2019, on a perdu 10 points, on est à 56% aujourd'hui des managers qui le perçoivent. Par ailleurs, on a seulement 52% qui nous disent avoir le sentiment que le digital leur permet d'exercer plus efficacement leur rôle de manager. Là encore, on est sur une tendance très largement baissière, ils étaient 63% il y a 3 ans. Et ils sont de moins en moins convaincus par le fait que le digital favorise une posture de manager, chef d'orchestre, coach d'équipe. Ça, c'est un item qu'on suit avec attention depuis le début du baromètre, avec les équipes de Julien, où aujourd'hui, on a seulement 55% qui ont ce sens-là versus 62% l'an dernier. On va creuser après ce que revêt pour eux cette notion de chef d'orchestre et voir dans quelle mesure les choses évoluent. Et enfin, dernier point qui nous semble particulièrement important à avoir en tête, c'est le point où on vous donne un petit warning. C'est pas
désormais plus d'un manager qui a le sentiment, avec le digital, d'avoir perdu en impact et en influence sur ses collaborateurs. 53%. Il n'était que 38% en 2018. Donc là, on a un vrai warning sur la perte d'influence ressentie, la perte d'impact des managers sur collaborateurs. Et la question qui se pose, comment réussir à recréer en tout cas ce travail collectif et cet impact favorable, bien sûr, mais en tout cas cet impact sur les collaborateurs. Et je vous ai parlé justement de la dimension de notre item de manager chef d'orchestre, coach d'équipe. À travers leur vision de ce que recouvre cette notion de management, on assiste ici à une sorte de polarisation de la vie du management, avec d'une part un management vertical qui perdure. C'est-à-dire que dès lors qu'ils adhèrent à la posture de manager chef d'orchestre, on en a environ 40%, vous le voyez, ce chiffre est stable depuis 4 ans, qui exprime toujours l'idée d'un management directif, descendant. On vous a mis ici quelques verbatims qui illustrent cette posture. On nous dit c'est la tête dirige tout le monde, piloter l'équipe, donner les directives, diriger de manière à ce que chacun aille dans la même direction, diriger et convaincre, être le leader. Parallèlement, on voit apparaître un management horizontal qui semble s'installer. On a de plus en plus d'accompagnement, de confiance. On voit, on est passé 17, 19, 24, 29% aujourd'hui. Faire monter en compétences, en autonomie, on retrouve cette dimension-là, exprimée par les managers, avec des verbatims assez intéressants qui illustrent cette posture. On veut être celle ou celui qui impulse le mouvement sans surveiller ce que fait l'autre. On veut favoriser les initiatives des collaborateurs, développer l'autonomie, développer leurs compétences, donner le rythme, être valeur d'exemple ou suggérer plutôt que piloter. Et de manière plus globale, on a demandé aux managers dans quelle mesure le digital impactait ou non leur posture, leur pratique managériale. Donc oui, la plupart, vous le voyez, 57%, le digital impacte effectivement leur posture et leur pratique managériale. Mais là encore, on voit que ce sentiment diminue au fil du temps. Et ce qui nous semble devoir un point de vigilance, c'est que les manifestations de cet impact sont désormais plus négatives que positives. Donc, vous voyez 32% de changements négatifs ressentis à travers cet impact du digital sur posture et pratique managériale, versus 23% de changements positifs. Donc la balance est dorénavant clairement côté d'impact négatif, quand la tendance était tout inverse l'année précédente. Et en quoi le digital impacte donc pour nos managers négativement leur posture et leur pratique managériale? Et en fait, ce qui se passe, c'est que les managers déplorent de plus en plus une perte de relation avec leurs équipes. C'est le cas de 18% d'entre eux. Qui s'exprime par un manque de contact, un manque de proximité, des difficultés à capter le non-verbal, une perte de convivialité, d'échange spontané. Donc ça, c'est clairement une gêne ressentie par les managers aujourd'hui qui les rend en tout cas moins convaincus des bénéfices du digital sur leur pratique managériale. Mais il pointe également, pour 10% d'entre eux en spontané, des conditions d'exercice de leur rôle de manager qui sont de plus en plus difficiles. Et derrière cette grande thématique, on va dire, ils se sont exprimés en nous disant qu'ils avaient une moindre prise du travail effectué, il y avait une nécessité de plus de vigilance, de coaching. Et en tout cas, ils avaient le sentiment d'être que c'est de plus en plus difficile pour eux d'exercer leur rôle de manager. Alors là, sur notre analyse de ce que vient de vous présenter Isabelle, plusieurs messages. Cette notion de polarisation qu'on avait retrouvée avec les décrocheurs et les surengagés, finalement, on l'a constaté dans ce nouveau baromètre. Polarisation autour de qui et pour qui? En fait, on a cette polarisation autour du manager command and control qui, dans les paramètres précédents, on sentait qu'il commençait, surtout à partir de l'année dernière, commençait un peu à décrocher. Là, on voit qu'il a complètement décroché, c'est-à-dire qu'il a perdu ses repères.
il ne comprend pas très bien ou ne sait pas très bien manager, justement, ou n'a pas su manager ce côté dans l'hybridation, en l'occurrence. Hein, c'est-à-dire, alors les questions qu'on entend le plus souvent, c'est mais comment je peux évaluer quelqu'un que je ne vois pas, comment je peux manager quelqu'un qui n'est pas devant moi. Voilà, donc tous les stigmates du manager commande un contrôle et qui pense qu'encore une fois, parce qu'il est manager, il doit tout contrôler. Et de l'autre côté, le manager dit coach, appelons-le comme ça, qui, lui, s'est plutôt senti à l'aise sur cette posture et qui a été amplifié finalement. Autonomie, responsabilisation, indépendance, donner du sens. Voilà, le manager coach, lui, a plutôt trouvé ses repères et, encore une fois, a su, avec assez d'aisance, manager dans cette hybridation. Et ça, c'est vraiment le point majeur. Donc, extrême à l'autre extrême de la polarisation. La question qui se pose aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, c'est finalement quid du manager de demain. Et certaines organisations que nous accompagnons commencent à dire qu'il faut que le manager soit hybride, commencent à travailler sur des référentiels de compétences qui intègrent les compétences de l'hybridation et avec presque une envie de discrimination, entre guillemets, c'est-à-dire que celui qui ne saura pas manager dans ce nouveau monde, c'est-à-dire avec des souhaits contraintes, dans ce monde digital, hein, c'est-à-dire et physique et digital, et ben, naturellement va sortir un peu du spectre du management. Donc là, il y a un vrai enjeu de préparation des managers, en tout cas de développement des managers sur cette manière de travailler, encore une fois, sur cette notion de confiance, d'automisation, et moins de vouloir contrôler et de vouloir influencer, d'impacter. Isabelle, je te laisse sur l'axe 3. L'axe 3, les outils. Donc ici, on a des évolutions qui vont dans le bon sens. On mesure à travers ce baromètre l'équipement des collaborateurs, donc à la fois à titre personnel et à titre professionnel. L'équipement à titre personnel, vous avez illustré ici par les barres bleu clair, demeure largement plus important que l'équipement à titre professionnel. Un changement majeur s'est opéré cette année dans l'équipement professionnel, sous l'effet du travail à contraint, pour une bonne partie en tout cas. C'est une progression de l'équipement en ordinateur portable au détriment des fixes. Et vous le voyez à droite, avec les courbes, on assiste à un changement fondamental, 2020, l'année de la rupture, créant un précédent et marquant dorénavant la prédominance des ordinateurs portables sur le fixe. C'est la première fois qu'on le voit. Avec un gap très important entre les deux. Donc clairement, une mise à distance des collaborateurs qui a été accompagnée par un changement d'équipement du fixe vers le portable. Quand on regarde la différence d'équipement entre l'ensemble des collaborateurs de nos entreprises, sans salariés et plus, et les managers, donc qui sont illustrés ici par la barre grise, on observe toujours un suréquipement des managers, donc quelque chose de constante qu'on voit depuis 5 ans, où le delta le plus important, c'est sur le smartphone. C'est là où on est bien sur l'équipement professionnel. Les managers sont très largement plus équipés que l'ensemble des collaborateurs des entreprises en smartphone. Et sous l'effet de l'équipement qui s'est accru en ordinateur portable, on a en revanche un écart qui se réduit sur l'équipement en ordinateur portable. Au-delà des équipements, l'ordinateur ou smartphone, on s'intéresse dans le baromètre à l'équipement et l'utilisation de services digitaux. Donc, différents types de services, vous voyez, solutions d'intranet, solutions de vidéo, outils de stockage documentaire, des logiciels bureautiques en ligne qui se mettent à jour automatiquement, des moteurs de recherche, du travail collaboratif, des chats internes, des animations d'événements à distance, etc. Ce qu'on peut voir, c'est l'équipement, finalement, n'a pas tellement progressé. En revanche, les usages se sont vraiment développés.
cette année. C'est les taux que vous voyez sur la première barre bleu foncé avec toutes les petites flèches vertes qui sont à hausse et témoignent donc de l'intensification des usages. Avec en particulier, donc, quasiment tout progresse, vous voyez, un gain particulièrement sensible sur les outils de visioconférence par Internet, où on a plus 7 points d'utilisation en un an. C'est assez colossal. Pour aujourd'hui, 51%. Plus spécifiquement sur les outils de travail collaboratif, parce que c'est un outil sur lesquels on a souhaité faire un focus particulier. Le recours à ces outils est nettement moins développé, 41%. Ceci dit, il progresse également, à 5 points d'augmentation par rapport à ce qu'on peut observer l'an passé. Et ce qui est intéressant et encourageant de notre point de vue, concernant les outils collaboratifs, dès lors qu'ils étaient utilisés pendant les périodes de confinement, il semble avoir convaincu, puisqu'une grande majorité les a adoptés, en continuant à les utiliser aussi souvent pendant ces périodes de confinement, voire plus souvent. Donc en fait, le passage à l'acte de l'utilisation est vraiment convaincant pour développer les usages du long terme. Il faut vraiment leur mettre le pied à l'étrier. Après, les bénéfices semblent suffisamment prégnants pour que l'usage perdure. De manière générale, on a demandé aux collaborateurs s'ils avaient le sentiment de disposer des outils nécessaires pour travailler efficacement à distance. On a déjà, vous voyez, mentionné ensemble 32% des gens, donc on a, si j'ose dire, parce qu'ils nous disent que leur métier ne leur permet pas de travailler à distance. Du coup, sur les autres, 40%, donc en gros, ça fait à peu près les 2/3 qui ont le sentiment de disposer des outils nécessaires pour travailler à distance. On est à 49% des managers, donc là encore, une majorité qui a le sentiment d'être disposé des outils suffisants, efficaces dans leur travail à distance. Et dans ce cas-là, les 3/4 ont le sentiment d'être bien accompagnés dans l'utilisation des outils. En revanche, ça peut paraître, donc ça c'est le côté du verre à moitié plein, mais on peut aussi voir le verre à moitié vide, avec toute une partie quand même des managers. On a 17% sur l'ensemble et 12% sur l'ensemble également. Ce qui représente par rapport à l'ensemble des managers qui ont l'opportunité d'avoir un métier qui leur permet de travailler à distance, 38% d'entre eux qui sont demandeurs d'outils ou qui n'en voient pas les bénéfices. Donc ça, c'est quand même intéressant à noter. Sachant que parallèlement, on constate que les managers sont moins convaincus qu'avant de l'apport des outils numériques comme moyen d'animation de leurs équipes. On voit en bas, ils sont 67% à penser que les outils numériques leur ont permis d'introduire de nouveaux usages dans leur façon d'animer leurs équipes. Ils étaient 79% l'an dernier. Donc on a le sentiment d'un travail d'accompagnement et de conviction qui reste à faire pour optimiser l'appropriation des outils numériques et permettre aux managers de tirer des bénéfices tangibles en termes de management, d'autant plus qu'on a vu qu'ils pouvaient être, pour certains, en tout cas un petit peu stabilisés par ce management à distance. Alors, analyse justement sur ce troisième axe. Alors, ce qu'on a appelé ATAWAB, enfin, c'est-à-dire enfin, anytime, anywhere, any device et anybody. Nous on rajoute anybody parce que pour nous c'est aussi une fonction. Le digital permet de travailler avec n'importe qui finalement dans l'organisation. Vous l'avez vu, Isabelle vous l'a expliqué, ça y est, les courbes se sont inversées, le nomadisme est enfin, je dirais, démocratisé dans l'organisation. Évidemment, le Covid y est pour beaucoup, mais en l'occurrence, on sent que ça y est, les courbes se sont inversées et on pense avec Isabelle et David que ça va continuer, évidemment, et que cette courbe va ne cesser de progresser sur les outils dits de nomadisme, donc entre autres les ordinateurs portables. Ce qu'on comprend aussi, c'est que, et ça, nous sommes partenaires nous, de Microsoft maintenant depuis 2012, et Microsoft vous l'a dit, en fait, ils sont en avance, par exemple, si on prend l'outil de Teams, sur 3 ans sur le plan de développement. Donc, il y a eu effectivement une adoption de masse des outils collaboratifs sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant que nous sommes, vous savez utiliser les outils collaboratifs, quelle que soit
l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Et donc ça, je pense, c'est l'étape aussi importante et que le Covid a pu permettre. C'était une démocratisation, on va dire, de ces outils collaboratifs sur l'usage, sur les fondamentaux. En revanche, et vous l'avez vu dans la dernière slide avec Isabelle, il y a une transformation digitale qui se fait à 2 vitesses, c'est-à-dire ce que nous on appelle le droit à la connexion. C'est qu'il y a encore une bonne partie de la population des organisations qui n'est pas connectée et qui, là, chose nouvelle, voudrait être connectée. Et donc là, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on veut entamer et entrevoir une transformation digitale qui soit inéluctable et qui puisse onboarder l'ensemble des collaborateurs, ben encore faut-il qu'ils soient équipés. Et donc, on a toujours les managers qui sont toujours mieux équipés que les employés, au sens premier du terme, et quand même une frange de managers qui n'est pas équipée du tout. Donc, il est temps que les organisations puissent, en tous les cas, accéder à cette envie de digitalisation et surtout de prendre la vague, parce que la vague, elle est inéluctable. Enfin, sur la montée en compétences, on sent qu'il y a un besoin de personnalisation, c'est-à-dire que on sent bien qu'aujourd'hui, si les fondamentaux sont acquis, il faut faire ce qu'on connaît en monde de la formation, qu'on a pu connaître en management, par exemple, faire de l'individualisation. Donc, le sujet aujourd'hui n'est pas tant d'acquérir les compétences d'un Teams, par exemple, ou d'un GoToWebinar, ou d'un WebEx, c'est surtout de savoir qu'est-ce que je peux aller chercher en subtilité, qu'est-ce qui va m'aider à être plus efficace opérationnellement dans la maîtrise de ces outils. On se retrouve un peu dans le même sujet qu'on avait à une certaine époque avec les outils Word, Excel et PowerPoint, où tout le monde disait, ben moi je sais les maîtriser, les fondamentaux, mais alors toutes les subtilités, les macros pour Excel, la manière de faire des templates pour Word, je ne sais pas et j'aimerais bien savoir parce que dans mon métier, c'est important pour moi. Et ben, on est exactement la même, par analogie, la même situation. Il y a un besoin maintenant pour les organisations et les collaborateurs des organisations de chercher de manière un peu plus individuelle la montée en compétences plutôt que la masse. Isabelle, je te laisse présenter le dernier axe que David nous commentera. Le dernier axe, qui était donc nouveau cette année, l'environnement de travail. Donc, il va se révéler, sans surprise, j'imagine pour vous, forte challengée donc, par l'expérience du travail à distance. Donc, petit élément de cadrage, parmi nos collaborateurs, donc d'entreprises de 100 salariés et plus, 46% nous ont dit avoir personnellement travaillé à distance pendant la crise, et ce taux est monté à 54% chez les managers. Comment ont-ils vécu ce travail à distance? Clairement, un travail à distance qui a été bénéfique à plusieurs titres. Bien évidemment sur les temps de trajet, ça va se faire, mais aussi, ce qui n'est pas forcément une évidence, sur la productivité des collaborateurs. Vous le voyez très largement dans le vert. Sur l'organisation du travail et de fait sur l'équilibre vie perso, vie pro. Tous ces éléments sont plutôt bénéfiques. En tout cas, bien perçus, ce sont des bénéfices clairement identifiés avec le télétravail. En revanche, l'impact est plutôt négatif sur la charge de travail. C'est le dernier point que vous voyez en bas, avec là la balance qui penche du côté du rouge, 36% de l'ensemble des collaborateurs et 40% des managers qui déplorent une charge de travail accrue avec ce travail à distance. Donc, tu parlais tout à l'heure des surengagés, quelque part, nos surengagés, on les voit aussi à travers cet indicateur-là. Ceci dit, le travail à distance aura été pour nos collaborateurs une expérience concluante au point de devenir un nouveau critère de choix d'un futur employeur, puisqu'aujourd'hui, parmi ceux qui ont un poste qui leur permet de télétravailler, 49% nous disent que la possibilité de télétravailler sera primordiale ou très importante. 8% nous disent primordial, je suis prêt à changer d'employeur pour pouvoir travailler à distance. 41% nous disent c'est très important, je souhaiterais travailler moins partiellement à distance dans l'avenir. On n'en a que 18% nous disent je préfère travailler sur site que faire du télétravail. Donc on voit effectivement l'importance et vraiment le virage qui a été pris sur ce point-là, donc avec l'expérimentation, clairement, certes sous la contrainte, mais on a l'expérimentation qui au final s'est révélée plutôt positive du télétravail pour ses collaborateurs.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience de télétravail que les collaborateurs ont envie de faire perdurer, ils l'envisagent que sous un mode hybride, donc combiné avec du présentiel, avec encore une large part au présentiel. Vous voyez, donc on a sur les personnes qui ont la possibilité de travailler, 50% sur les 60, hein, donc on va dire la quasi-totalité qui disent demain souhaiter, ça fait plus de 80% en fait, hein, qui nous disent souhaiter continuer à télétravailler. Mais quasiment personne nous dit 5 jours par semaine. Donc on n'est pas sur le tout télétravail, en tout cas, n'est pas la passée, loin de là. Avec, on a la majorité en fait se positionne idéalement, leur souhait tournerait autour de 2 jours par semaine, on voit 20 sur 50. Donc on est vraiment sur un mode hybride donc, qui allie le télétravail, le travail à distance et le présentiel dans les locaux de l'entreprise, avec un constat identique auprès des managers. Et enfin, dernier petit slide, le bureau, en fait, on a posé la question de savoir quelle était la configuration qui permet, selon les collaborateurs, de travailler le plus efficacement à distance. Et dans ce contexte, le bureau individuel fermé demeure la configuration idéale de travail devant le domicile. Donc, ce sont ainsi des bulles individuelles en fait, que les collaborateurs jugent propices à la concentration et à l'efficacité qui sont privilégiées. L'open space, qui est pourtant très développé, n'est pas du tout valorisé par les collaborateurs. Seulement 7% d'entre eux le citent, pour 36% de bureaux individuels fermés ou 27% le domicile. Et les espaces de coworking, quant à eux, sont émergents, qui sont faits par 5% des collaborateurs, 5% des managers. Donc on est sur une nouvelle organisation qui n'est pas encore installée. Merci Isabelle. Donc effectivement, on a, comme pour les autres dimensions, 4 messages clés un peu qui ressortent. C'est bien cette notion d'équilibre que nous, on qualifie de Figital bien avant le confinement d'ailleurs, hein, puisqu'on utilise le terme depuis 2012. Mais effectivement, on voit que c'est l'année où l'opposition entre digital et physique a vraiment éclaté. Notre rapport au temps et à l'espace aussi, ça l'explique fondamentalement. Maintenant, on va être plus dans une notion finalement de fluidité entre toutes les activités, peu importe finalement la situation dans laquelle on exerce. Et c'est aussi valable d'un point de vue autant individuel que collectif. Julien l'expliquait tout à l'heure. Il faut effectivement pouvoir, les outils nous permettent ça, d'être performants individuellement. Par contre, jusqu'où on peut se détacher du collectif, et c'est là où l'espace redevient aussi un facteur de socialisation. Revenir sur site, c'est aussi revivre ensemble, repartager des éléments de culture commune. Donc, essayer de ne pas avoir qu'un prisme seulement d'activité professionnelle ou de performance opérationnelle. Le deuxième point qui est clé, c'est qu'effectivement, dans l'environnement de travail, qui, pour rappel, est une dimension très forte de l'expérience collaborateur, hein, parce que souvent, on pense à la technologie, à la culture, mais l'environnement est clé dans l'expérience ressentie. Il va falloir parler de plus en plus de parcours collaborateur, et ça prend effectivement autant des notions de serviciel d'ailleurs que d'usage. Tout à l'heure, Julien l'expliquait bien. Ce n'est pas tant les fonctionnalités qu'on attend d'un outil que qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire réellement et comment on va pouvoir les approfondir. Et ça, on voit bien qu'effectivement, il est temps pour les entreprises de au moins les repenser, en tout cas les requalifier pour se dire est-ce qu'on a finalement défini les bons usages, est-ce qu'on n'a pas trop prescrit avec certains outils un certain niveau d'utilisation qui ne correspond peut-être pas à nos attentes maintenant qu'on est dans un équilibre entre le distanciel et le physique qui a un petit peu explosé. Donc il faut pouvoir redéfinir ça collectivement pour les spécifier et les qualifier par rapport à son environnement d'employeur à soi. Troisième point, c'est autour du co-design des usages.
effectivement, la voix de l'utilisateur ou du collaborateur n'a jamais été aussi prépondérante. Ce qui était une best practice il y a quelques années devient de plus en plus normatif. Ça paraîtrait assez orthogonal de plus s'appuyer sur des focus group pour bien comprendre qu'est-ce qui a évolué ces dernières semaines, avoir une spécification beaucoup plus fine et aussi anticiper les usages émergents. On l'a tous vu. On a effectivement une robustesse qui s'est créée dans les entreprises de la capacité même des individus à s'adapter, à s'autonomiser. Ça dit quelque chose aussi de changement de comportement qu'il va falloir pouvoir pérenniser et anticiper aussi dans l'avenir de nouveau. Et le quatrième point, c'est effectivement sur la performance collaborative un peu au global. On s'aperçoit effectivement que c'est plus forcément la logique d'industrialisation des usages qu'on a beaucoup vu avec les adoption factories. Enfin, vous avez dû voir ces termes apparaître, qui, dans une logique finalement de mise à l'échelle qui fonctionne. Là, on a besoin de repartir sur une focale beaucoup plus personnalisée pour bien comprendre persona par persona, ou en tout cas groupe d'utilisateurs et équipes, de s'arrêter sur qu'est-ce qu'ils ont besoin là tout de suite maintenant pour mieux fonctionner ensemble et surtout de manière pérenne. Alors finalement, pour terminer cette présentation, les principales questions qu'on se propose de vous poser, ou en tout cas que vous pouvez vous poser quand vous êtes aujourd'hui responsable de la transformation digitale, DRH, directeur de la transformation ou dirigeant tout simplement. Première question qu'on se propose de poser, c'est prenez-vous finalement assez souvent le pouls de votre organisation, notamment sur le sujet de l'engagement et du sens au travail. C'est-à-dire, oui, vous avez des baromètres une fois par an. La question que vous pouvez vous poser, c'est de se dire, est-ce que vous êtes, compte tenu de ce que vient de vous dire David, assez au contact de leurs besoins et surtout leurs besoins émergents. Donc, sachez qu'on a des organisations aujourd'hui qui nous interrogent sur comment les accompagner sur l'identification de ces besoins émergents et surtout sur l'appropriation de ces nouveaux usages. Quand on parle d'usage, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas finalement revisiter de ces usages pour intégrer ces fameux besoins émergents dont on vient de parler, et surtout requalifier la pertinence des outils et des applications. Beaucoup d'organisations avec lesquelles nous travaillons nous disent on a 80 outils, X applications et autres, et finalement le collaborateur peut se sentir un peu perdu. Alors est-ce que j'utilise tel outil ou tel outil, voilà. Donc là aussi, peut-être c'est le moment de faire l'inventaire, je dirais, et de se poser les bonnes questions en se disant qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on éloigne, et si on le garde, pour quel usage et quelle utilisation concrète, pour encore une fois simplifier la vie de l'utilisateur. Troisième question, avez-vous suffisamment intégré la voix de votre collaborateur dans votre réflexion sur les usages? Je n'y reviens pas, David l'a bien exprimé. Effectivement, plus que jamais, il faut écouter, surtout dans ces périodes de crise sanitaire où, encore une fois, cette voix de collaborateur, elle est distanciée. Hein, donc, on ne va pas forcément le voir à la machine à café. Quatrième question, comment accompagner les managers dans ce nouveau management hybride? Quelles compétences associées? Là, sachez que beaucoup d'organisations, évidemment, ont tiré les leçons de ce management hybride sur les 10 derniers mois, et elles ont donc décidé de les accompagner et d'accélérer cette montée en compétences sur ça veut dire quoi manager à distance. Alors, le management à distance a toujours existé, mais ça veut dire quoi manager à distance et en présentiel? Alors, il y a des populations qui étaient habituées, hein, toutes les populations internationales en management avaient l'habitude de manager à distance et d'être en hybride, hein, finalement. Maintenant, ça touche toute l'entreprise. Donc, comment on fait et comment on accompagne tout le monde? Et donc, quelle trajectoire de développement pour une montée en compétences individualisée? Dans un récent séminaire qu'on a fait avec l'IA au service des RH, on a vu que finalement, on n'était pas loin du Graal, hein, de l'entreprise auto-apprenante, hein, qu'on cherche tous depuis une dizaine d'années, qu'on soit responsable de la formation ou DRH. Plus que jamais, là encore une fois, il faut être dans l'individualisation. On s'est aperçu que le digital avait ses vertus, qu'on pouvait choisir sa montée en compétences personnelles. Et il faut effectivement, dans ces usages digitaux, aller dans la même dynamique qu'on peut avoir dans le management ou d'autres secteurs d'activité en formation. Enfin, sixième question, quel parcours collaborateur pour maintenir et développer l'efficacité opérationnelle?
tout autant que ce qu'on appelle, ou certaines organisations appellent, l'être bien en collectif. Ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire ce fameux équilibre dont on parlait tout à l'heure entre efficacité opérationnelle qu'on va plutôt lier à l'individualisation et l'être bien en collectif, c'est-à-dire effectivement le collectif. Donc ça pose le sens, encore une fois, du pourquoi je viens au bureau, qu'est-ce que je vais faire au bureau, est-ce que je vais plutôt brainstormer, connecter, être dans ce collectif, et chez moi, ou en tout cas à distance, je vais plutôt travailler sur des tâches qui me sont plus personnelles, entre guillemets. Voilà, donc c'est ce parcours-là qu'il va falloir réimaginer en intégrant encore une fois la voix de votre collaborateur. Voilà, on a terminé pour cette présentation, Isabelle et David, que je vous remercie. Judith, notre SVP 1111, est-ce que tu as des questions à nous poser et qu'on pourrait répondre dans le temps qui nous reste? Alors oui, effectivement, on a eu des questions. On me demande si les fondamentaux sont acquis en termes d'outils collaboratifs maintenant que nous demandent nos clients. David, tu veux peut-être répondre à la question? Oui, effectivement, pour être clair, la partie vraiment bien pratiquée maintenant, c'est les partages de documents, par exemple, et les communications un peu simples telles qu'on les utilise là. Maintenant, il va falloir aller beaucoup plus fort sur du collaboratif en se disant qu'on ne sera jamais 100% sur site ou 100% digital, on l'a vu. Donc, pouvoir bien travailler là-dessus jusqu'à des moments plus d'innovation collective. Donc, on a toutes ces fonctionnalités qui préexistent sur les outils. Par contre, c'est comment chacun peut se les approprier et surtout les inclure dans ce nouveau mode de travail en essayant de travailler en situation. Donc, on pense beaucoup à la réunion, mais il y a aussi le travail asynchrone. C'est comment on est collaboratif entre ces moments-là, offline et online, notamment. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'il va falloir effectivement spécifier et pouvoir ramener sur une situation, un cas d'usage type qui correspond bien à une problématique d'équipe. Okay. Judith, tu as une question? Alors, en fait, on a des questions très pratiques pour la façon dont on a travaillé sur ce questionnaire. On nous demande, par exemple, sur l'open space, est-ce qu'on a distingué Flex Office et Open Space? Isabelle. Non, cette année, on n'avait pas fait le distinguo. On l'avait fait l'année dernière. L'année dernière, il y avait effectivement peu de personnes concernées par le FlexOffice. En tout cas, le sentiment n'était pas encore très positif. Les collaborateurs n'étaient pas encore très convaincus par le FlexOffice, mais c'était encore la dernière émergence. C'est vrai que cette année, on ne l'a pas réintroduit cette année. Donc, ça, effectivement, un sujet intéressant à suivre dans le temps, compte tenu effectivement des évolutions auxquelles vont être confrontés les bureaux d'entreprise, je pense, dans les années à venir. Alors, une autre question très pratique. À quelle période le questionnaire a-t-il été administré? Alors, il a été administré en fin d'année. Alors, la date, je vais vous dire exactement. Il a été administré, je ne vais pas vous dire le du 27 octobre au 9 novembre 2020. Oui, ce qui est assez important justement pour la lecture des résultats, effectivement, puisqu'on était au moment du deuxième confinement. Exactement. Donc, on avait une expérience déjà avérée du premier confinement, une expérience d'un premier retour à minima partiel, en tout cas en présentiel dans les bureaux, qui permettait aussi aux collaborateurs de bien faire la balance, de bien comparer aussi leurs différentes organisations de travail. Et effectivement là, un retour à un confinement qui avait été certes moins strict, mais en tout cas une réorientation à retélétravailler pour les collaborateurs. Ensuite, on nous demande si on partagera le support et le questionnaire. Donc là, cette question-là, elle est pour moi. Donc en fait, on partagera un lien vers ce replay, le replay de cette intervention. Et on partagera également un document qui synthétise les points clés de l'intervention. Donc ça, ce sera fait entre aujourd'hui et demain, donc assez rapidement.
j'ai une dernière question autour de la voix des collaborateurs et des locaux, pardon. Et donc, justement, on me demande si on a déjà des pistes de réflexion autour de ce que les collaborateurs peuvent attendre justement des locaux, qu'est-ce qui pourrait favoriser un retour et une adoption des locaux. Alors, Julien, je prends la main si tu veux. Vas-y, prends la main, David. Oui, alors effectivement, il y a un enjeu qui paraissait peut-être pas évident en première lecture, mais qui est très important, qui est celui des services. Qu'est-ce que l'employeur peut offrir comme service à ses collaborateurs pour essayer, non pas de le faire revenir, mais de lui faciliter la vie, disait Julien. Donc ça, c'est un point qui est assez clé, c'est qu'il faut un peu redéfinir toute cette politique de service pour se dire qu'est-ce qui est vraiment différenciateur à être sur site par rapport à ce que je peux vivre en travail à distance, voire en télétravail, puisque tout le monde n'est pas dans cette distinction-là. Puis le deuxième levier qu'on voit bien, on en a parlé, hein, c'est effectivement l'animation finalement du collectif et ce côté un peu communautaire qu'on peut avoir sur site, qui n'était pas finalement si lié que ça à des situations de travail au sens strict, et qu'on a besoin évidemment de revivre tous. C'est un repère très fort hein, de socialisation et puis même de sentiment d'appartenance un peu latent. On en était habitué, donc on l'a presque considéré comme absolument normal. Bon, maintenant qu'on a vécu un certain nombre de mois, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un vrai manque qui se désigne. Et au-delà même des décrocheurs dont on a parlé avec des effets très négatifs, c'est de toute façon un vrai sujet pour toutes les entreprises de maintenir cette cohésion-là. Julien l'a cité, il y a la détection des signaux faibles, par exemple, si on reprend que cet exemple-là, est très délicat à distance, alors que tous ces éléments d'informel qu'on peut avoir, on les définit beaucoup mieux sur site. Donc effectivement, c'est deux biais qu'il faut vraiment bien travailler. Plus de questions pour moi. Merci beaucoup Judith, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup David pour vos réponses. Donc merci de votre fidélité. Ainsi se termine cette restitution en avant-première de nos résultats de ce 5e baromètre Digital Workplace que nous avons réalisé avec l'IFOP. Comme vous l'a dit Judith, tous les documents de communication seront mis à disposition dans les 24 heures, Judith, hein, on se dit ça? Même moins que ça, normalement. Le leaflet qui vous donne les points clés va être disponible dans quelques minutes. Et si vous voulez nous poser des questions en direct, vous avez nos coordonnées qui vont s'afficher dans un instant par Judith, à David et à moi, et évidemment à Isabelle s'il y a besoin sur les aspects plutôt études. Voilà. Écoutez, une bonne journée, à très bientôt et puis au prochain webinaire. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.